Pierre Bardin, revenons sur ce scandale de corruption qui, une nouvelle fois, frappe l'Ukraine, mais cette fois-ci à un niveau stratosphérique. Oui, c'est une enquête de plus d'1 an qui a permis de mettre en lumière ce scandale. Voilà ce que dit d'abord le Bureau national anticorruption d'Ukraine, des preuves des activités d'une organisation criminelle de haut niveau opérant dans les secteurs de l'énergie et de la défense. Conséquences immédiates, la ministre de la Justice, Svitlana Grinchuk, et le ministre de l'Énergie, Guerman Galuchenko, ont dû démissionner, car ce scandale de corruption implique un détournement, vous allez le voir, de 86 millions d'euros. En fait, les entreprises sous-traitantes de la compagnie nationale de production d'énergie en Ukraine, Energotom, devaient verser des pots de vin pour continuer à travailler. Volodymyr Zelensky, lui, a dû réagir. Écoutez-le. La transparence absolue est indispensable dans le secteur de l'énergie, et ce, dans tous les processus, sans exception. En ce moment, la situation est extrêmement difficile pour tout le monde en Ukraine. Coupure d'électricité, frappes russes et pertes humaines. Il est absolument inacceptable que dans ce contexte, il y ait également des manœuvres frauduleuses dans le secteur de l'énergie. On parlait de ce détournement massif de 86 millions d'euros. L'instigateur de ce scandale de corruption, en fait, c'est un proche du président ukrainien. Le voici, il s'appelle Timur Mindish. Il a 46 ans, ils étaient même associés dans la société de production de Volodymyr Zelensky lorsqu'il était acteur. Fait troublant enfin, Mindish n'a pas été arrêté car il est actuellement introuvable. On sait qu'il a quitté l'Ukraine juste avant les interpellations. Selon certains médias, il se serait réfugié en Israël. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, ça fait quand même beaucoup de suspicions pour le pouvoir ukrainien. Sébastien Gobert, je commence avec vous. C'est un mal, c'est une véritable gangrène pour l'Ukraine. On pourrait parler du classement désastreux dans lequel se trouve le pays à l'échelle de la corruption. Les Ukrainiens disent, ou certains disent pour leur défense, ça a commencé au temps des Russes, on fait la même chose que les Russes. Alors, ça, c'est tout à fait post-soviétique, en fait. C'est pas uniquement lié à l'héritage russe, c'est véritablement un fléau, en fait, la corruption systémique qui touche l'essentiel des républiques post-soviétiques depuis les années 1990. La particularité ukrainienne, et que donc j'ai développée dans mon livre, c'est qu'elle s'est structurée en un partenariat, en une interpénétration entre les différents groupes oligarchiques et les institutions d'État à partir de la fin des années 90. Et que, eh bien, cette entente a perduré jusqu'à présent. Et chaque président qui est arrivé au pouvoir est arrivé avec cette promesse de mettre fin à cette corruption systémique. Et Volodymyr Zelensky, en 2019, n'a pas fait exception. Il a promis à tort et à travers que sa simple élection eh bien, permettrait finalement d'inverser la pyramide de corruption, puisque à partir du sommet, il n'y aurait plus de corruption. Mais ce que l'on voit donc à partir de 2019, mais c'est encore plus criant maintenant, c'est qu'il n'a pas réussi à mettre fin à cette corruption endémique. Et ça, c'est véritablement un des énormes problèmes de l'Ukraine. Évidemment, on sait que ce n'est pas le seul problème auquel le pays doit faire face, mais le scandale, là en l'occurrence, qui touche les proches de Zelensky, eh bien, c'est quelque chose qui peut durablement entacher son bilan politique. Vous restez avec nous, hein, bien évidemment, Sébastien. Beaucoup de réactions. Petit tour de plateau. Je vais commencer par vous, David. Incroyable. Ne serait-ce que l'ami de Volodymyr Zelensky, celui qui a travaillé avec lui, son bras droit dans la société de production, qui fuit le pays à quelques heures d'être arrêté pour partir en Israël où il n'y a pas d'extradition. Il a forcément été prévenu. On pourrait revenir aussi sur le ministre de l'Énergie, sur le ministre de la Justice. À quel point le pays est pourri. Oui, mais c'est pas une surprise, hein. Il y en a eu plusieurs, d'ailleurs, depuis le début de la guerre, sur les livraisons d'armes, sur les trafics au plus haut niveau, donc avec des limogeages en série que le président a été obligé de faire par rapport justement à ses soutiens internationaux. Là, simplement, ça prend une ampleur particulière parce que c'est un très proche de lui, Timur Mindish. C'est ça le problème. Ça le touche directement.
alors même qui veut assurer les soutiens auprès de la France, de l'Allemagne, etc. Et d'ailleurs, il y a Matteo Salvini, ministre italien, a eu une discussion houleuse avec la première ministre, justement, en disant on va pas demander aux Italiens de financer la corruption en Ukraine. Sous-entendu en donnant des aides, etc. Donc le mal est profond et les conséquences peuvent être dévastatrices. Elles le sont de manière systémique préalablement, effectivement, mais elles le sont encore plus aujourd'hui alors que l'Ukraine est en situation très difficile sur le plan militaire et qu'elle a besoin encore plus qu'avant d'une aide extérieure. Je lisais que le jour de la démission des ministres impliqués, celui d'énergie, celui de la justice, le Royaume-Uni annonçait une aide de 15 millions d'euros pour la résilience du système énergétique ukrainien. C'est terrible. Oui, le jour même. C'est terrible, c'est effectivement pas un problème qui est neuf en Ukraine. Le début de la guerre et le soutien à l'Ukraine ont fait qu'on avait aussi un petit peu mis sous le boisseau ces affaires de corruption, mais en réalité, elles n'ont jamais disparu. Et puis la guerre n'a pas nécessairement facilité la lutte contre la corruption, parce qu'elle a aussi créé, avec l'afflux d'argent, avec l'afflux d'aide étrangère, de nouvelles opportunités de détourner de l'argent et de s'enrichir par des moyens de corruption. Donc c'est un véritable handicap au-delà de l'aide internationale. C'est évidemment désastreux en termes d'image pour l'Ukraine, mais c'est aussi un véritable handicap pour l'effort de guerre ukrainien, parce que là, quand il y a de la corruption dans le secteur énergétique, ça entrave pas seulement la vie quotidienne des Ukrainiens, mais ça entrave aussi la capacité des infrastructures énergétiques de l'Ukraine à soutenir les bombardements russes. Quand c'est l'aide internationale, c'est directement les soldats sur le front qui en payent le prix. Donc c'est un scandale qui peut prendre des proportions extrêmement graves. Là où vous avez entièrement raison, c'est que l'énergie, et je me tourne vers vous, Claire, parce que vous avez fait de nombreuses missions en Ukraine. L'énergie, c'est le nerf de la guerre, c'est la cible de Poutine depuis le début. On va arriver au 4e hiver. On arrive dans un hiver qui est bien évidemment. Et là, on va les écouter tout à l'heure, les Ukrainiens. Ils découvrent une corruption monstrueuse dans un secteur qui est la cible privilégiée de l'ennemi. Oui, c'est un secteur qui est très touché encore plus cette année que les précédentes. Il y a des grosses difficultés donc pour avoir de l'électricité dans le pays. Forcément, ça touche les civils. Après, ça représente aussi le secteur énergétique, 20 milliards de dollars. C'est aussi pour ça qu'il y a de la corruption dans ce secteur, parce qu'il y a de l'argent. Et quand les Russes frappent ce secteur énergétique, c'est aussi pour toucher d'ailleurs au portefeuille des Ukrainiens. Alors, effectivement, il va y avoir des conséquences en interne, parce que la population, évidemment, n'est pas contente de cela. Conséquences aussi à l'extérieur. Là, il y a une délégation du FMI qui a été annoncée cette semaine, qui va venir discuter des besoins financiers d'un possible nouveau programme de prêt, avec, en condition, la lutte contre la corruption. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que depuis 2014, depuis Maïdan, il y a quand même une évolution pour la lutte anticorruption dans le pays, avec des instances qui ont été créées. C'est une instance d'État, vous faites bien de le souligner, qui a sorti cette affaire. Que Volodymyr Zelensky a voulu fermer il y a quelques mois. Exactement. Et il y avait un mouvement de la population ukrainienne. Un gros mouvement de la population. Depuis 10 ans, la population, elle pousse vraiment à ce qu'il y ait des réformes dans ce domaine-là. Il y avait d'ailleurs eu des réformes pour les dépenses publiques. Donc, c'est une évolution qui n'est pas forcément rectiligne, mais en tout cas, ça progresse quand même. Il y a du boulot. C'est sûr que le fait que Volodymyr Zelensky, il y a quelque temps, ait voulu fermer cette agence d'État qui a sorti ce pacte de corruption va certainement ressurgir, en tout cas dans la rue. Je voudrais qu'on écoute la rue et bien évidemment on continue d'en parler, des témoignages recueillis il y a quelques jours seulement. Ils n'ont donc aucun cerveau? Pourquoi agissent-ils ainsi? Vous vivez en Ukraine où la guerre fait rage. Les gens collectent de l'argent, organisent des collectes de fonds pour récolter autant d'argent que possible afin d'aider les soldats. Et eux, ils cachent simplement l'argent dans leur cave. C'est révoltant. J'ai ressenti quelque chose qui s'apparente à de l'indignation. Une guerre fait rage. Et nous avons des ennemis internes qui détournent les fonds qui leur sont alloués. Ils les volent. Nos ennemis sont à l'intérieur du pays.
Sébastien Gobert, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes à Kiev, que vous êtes un spécialiste, que vous avez écrit l'Ukraine, la République et les oligarques aux éditions Talendier. Vous les entendez, ces Ukrainiens, à vos côtés. Est-ce que définitivement le pays pourra un jour sortir de cette corruption, ou des scandales comme ça, peut-être aussi gros que cela, vont perdurer, puis après on se reposera la question de nous, de ces aides, bien évidemment, à l'Ukraine dans une période très compliquée, et nul doute que on écoutera Moscou d'ailleurs, mais que les oppositions vont s'emparer du sujet pour dire on arrête de payer. D'abord ces Ukrainiens, avec vous, Sébastien Gobert, on en a entendu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la survie de Zelensky qui se joue ? On peut dire ça, oui. Si vous voulez, ce qu'il faut déjà voir, c'est qu'à partir du Maïdan de 2013-2014, il y a quand même eu beaucoup d'efforts de corruption, beaucoup d'efforts dans la lutte contre la corruption qui ont été accomplis. Si vous voulez, sous l'ancien président Viktor Yanukovych, on parlait de dessous table de environ 50% de chaque contrat qui était négocié. Là, l'affaire qui est sortie cette semaine, c'est entre 10 et 15%. On est vraiment sur une autre échelle. Là, ce qui touche vraiment en fait les Ukrainiens, c'est pas tellement la révélation qu'il y a une nouvelle affaire de corruption, puisque les Ukrainiens sont bien conscients que cette corruption existe et que il est très difficile de la vaincre au travers de réformes, et en particulier dans un contexte de guerre. Mais ce qui se joue, c'est véritablement la confiance et cette espèce de contrat entre les Ukrainiens et Volodymyr Zelensky. Et les deux témoignages que vous avez passés rejoignent complètement ce que moi j'entends ici en Ukraine. Il y a énormément d'indignation et il y a énormément d'inquiétude par rapport à la capacité de cette équipe au pouvoir de continuer à la fois l'effort de guerre, à la fois l'effort de réforme et évidemment la perspective ultime, l'intégration européenne. Restez avec nous, Sébastien. Oui, il se joue cela, bien évidemment, et peut-être même surtout. Alors, dernier petit point. Je vous disais que le jour où les ministres ont été démissionnés, le ministre de la Justice et le ministre des Énergies, le Royaume-Uni, versaient pour la résilience du système énergétique ukrainien 15 millions. Et mercredi, quand le scandale est sorti, eh bien, les ministres des Affaires étrangères du G7 étaient réunis au Canada. Et vous connaissez l'un des points abordés, c'était la sécurité énergétique en Ukraine. Michel Dzerzhinsky, je crois me souvenir, mais je vais faire appel à votre mémoire, que même l'administration Biden avait envoyé au début de cette guerre une équipe de la CIA pour surveiller les Ukrainiens, pour éviter les dérives de la corruption. Visiblement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'est un fléau qui est endémique à l'Ukraine. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le pire des moments, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la feuille de route qui va être signée avec la France pour mettre en place et renforcer une architecture de sécurité, que d'un autre côté, on voit que le front du Donbass est en train de s'écrouler, et qu'au milieu de tout ça, on a cette affaire de corruption. Je crois que, effectivement, la grande difficulté aujourd'hui pour Zelensky, c'est jouer sa pérennité politique, 2, c'est mettre en jeu son intégration future à l'Union européenne, parce que ce sera impossible avec un tel système de corruption. Et on voit que ni la CIA, ni les services intérieurs aujourd'hui n'arrivent réellement à épurer, même si on est passé de 50% à 15%, c'est encore 15%, et c'est énorme comparé à la situation et vu ce que ça vise, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire ce que l'on parle tous les jours sur les plateaux, c'est-à-dire d'un côté les Russes qui détruisent et de l'autre côté les Ukrainiens qui détournent. Donc vous imaginez bien que là, on peut se dire, mais comment se fait-il que le président Zelensky n'ait pas fait de sa priorité cela, alors qu'il y a encore une fois, c'est un ami, un proche. Voilà, et encore une fois, c'est un ami et c'est pas n'importe quel ami. C'est celui qui l'aidait à faire de la production, donc c'est un ami intime. C'est pas quelqu'un qui était lointain. Et qui n'est pas arrêté, avec qui il faisait du encore business. Une fois, fuit en Israël avant son arrestation. Et donc la question qui va se poser, de ne pas être extradé. Vous imaginez bien que bon an, mal an, même si c'est malséant, la question qui va se poser naturellement dans les oreilles des Ukrainiens, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une complicité quelque part entre Zelensky et Timour et que ça lui a permis de partir? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, automatiquement, il y aura cette question. Même s'il est infâme, cette question. Mais elle sera là. Et donc ça instille et ça distille du doute. Et en plus, c'est du pain béni pour aujourd'hui Vladimir Poutine qui va dire « Mais vous voyez, je vous avais dit, c'est des packs de corrompus, ce sont des sionistes, ils sont malvenus, il faut qu'on renverse tout ça et qu'on fasse le grand nettoyage. » Alors, on écoutera Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, parce que bien évidemment, elle est montée au créneau sur cette affaire. Je voulais votre sentiment, Général Chauvency, sur
ce mal incurable, mais qui peut coûter très cher. Regardez le bloc qui s'affiche, corruption à Kiev, doit-on continuer à payer? Vous nous le disiez, David, les Italiens aujourd'hui se posent la question. Des partis politiques vont reprendre, bien évidemment, dans un contexte européen difficile, où on cherche de l'argent, où il y a des élections. C'est du pain béni, je crois que vous avez trouvé la bonne formule. Alors d'abord, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que c'est un truc qui commence à m'agacer. Ça fait un certain nombre de fois qu'on voit des grands délinquants financiers qui trouvent refuge en Israël et qu'on n'arrive pas à les récupérer pour leur faire payer leur délinquance. Et là, je trouve quand même qu'il y a une zone de non-droit sur laquelle on devrait se poser. Oui, mais c'est le droit des pays, là, pour le coup. D'accord, mais néanmoins, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est encore une nouvelle fois. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a des accords qui sont en train de se signer à bas bruit avec la France, avec d'autres. C'est en train de se normaliser. Il serait temps, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Ceci étant dit... Ça bouge notamment, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en matière de trafic de drogue, il y a effectivement des accords qui se font ou qui sont en train de se faire. Là maintenant, effectivement, il faut continuer à payer. Rappelons-nous aussi sur les affaires de corruption, parce qu'on parlait tout à l'heure des déficits humains des forces ukrainiennes. Rappelons-nous ces affaires de corruption depuis un certain nombre de mois sur ceux qui recrutaient et en échange d'un chèque ne recrutaient pas. Il faut quand même pas l'oublier non plus. Il y a eu une grande affaire de nettoyage il y a 2 ans, effectivement, dans tout le système de recrutement. Il y a des bureaux qui ont été fermés, des chefs de bureau. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'en haut. Et des médecins. Le problème, c'est qu'il y a aussi des échelons intermédiaires. Et quand moi j'ai eu l'opportunité, beaucoup moins que vous en tant que journaliste, d'avoir quelques contacts avec les Ukrainiens de terrain, ils sont parfaitement conscients de cette question de corruption qui est endémique et qui leur pose énormément de problèmes. Et j'ai du mal d'ailleurs même à comprendre comment les soldats peuvent encore accepter sur le terrain de combattre finalement un régime corrompu. Parce qu'ils s'aperçoivent tous les jours qu'ils sont seuls sur le terrain, que derrière ils ont besoin de moyens. Et on revient à votre question, faut-il continuer à payer ? Oui, on va être obligé de continuer de payer parce que les Ukrainiens en ont besoin. Mais néanmoins, est-ce qu'on n'aura pas un droit des garanties? Ça peut être la suite. Est-ce qu'on n'aura pas un droit d'inventaire après pour quand même régler un peu la feuillure, si je peux m'exprimer en tant que militaire, de toutes ces personnes qui ont été corrompues, qui ont quand même mis en péril l'économie de guerre, en quelque sorte, et finalement la survie des combattants ukrainiens. Et je crois qu'on aura un droit d'inventaire, ou sinon un devoir d'inventaire, on verra dans quel côté on se place, après la guerre, parce qu'on ne peut pas laisser impunie cette situation. Claire, vous les avez rencontrés, d'abord cette population et ces militaires. Ils vous en parlent? Oui, mais ces militaires, ils n'ont aucune confiance envers les hommes politiques, comme d'ailleurs les civils. La corruption, elle est connue vraiment de tous. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que des collectes sont organisées, brigade par brigade, pour récupérer eux-mêmes du matériel, parce qu'ils estiment que ça ne fonctionne pas sinon dans le reste du temps. Pour éviter la corruption, bien sûr, les choses se font en interne. Pour éviter qu'il y ait des gradés ou des gens qui prennent... Ils vont faire des collectes auprès de la population, même aussi auprès de personnes à l'étranger. Avec cet argent, ils vont acheter du matériel, des drones, etc. Alors, il y a les choses se sont aussi améliorées avec les compétitions, par exemple, qui ont été mises entre dronistes, où les brigades, maintenant, peuvent acheter en ligne. C'est une sorte d'Amazon de l'armement, où ils vont se fournir en armement auprès d'entreprises ukrainiennes directement. Donc ça aussi, tellement les systèmes d'État sont suspectés de corruption. Et ça, pour le coup, c'est... ce système, cet Amazon de l'armement, s'est mis en place par le gouvernement. Et ça évite les intermédiaires. Et c'est contrôlé? C'est contrôlé. David Rigoleros, vous nous parliez de l'Italie, de ces questions aujourd'hui qui agitent le gouvernement sur l'aide à l'Ukraine. Je voudrais qu'on écoute Frédéric Merz, le chancelier allemand. Il a passé un petit coup de téléphone après le début de ce scandale quand il a éclaté. Écoutez sa réaction après. Au cours de ma conversation téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky, j'ai soulevé 2 points. Le premier concerne le nouveau scandale de corruption à Kiev et je l'ai exhorté à y mettre fin le plus rapidement possible et à revoir également les structures chargées de la lutte contre la corruption en Ukraine. Sébastien Gobert, on le disait, les Américains ont essayé en envoyant des équipes de la CIA, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça peut fonctionner? Et puis, la même question, c'est peut-être même pas doit-on continuer de payer, c'est va-t-on continuer à payer? Alors, je pense que là-dessus, il faut prendre un tout petit peu de recul. C'est-à-dire qu'en 2022,
l'Ukraine était un pays souverain attaqué par son voisin et qui avait un énorme problème de corruption. Fin 2025, l'Ukraine est un pays souverain attaqué par son voisin et qui a un énorme problème de corruption. Fondamentalement, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé là-dessus. Et les raisons qui justifiaient notre soutien, enfin le soutien occidental, le soutien européen à l'Ukraine en 2022, elles sont toujours valables aujourd'hui. Là, vraiment, ce qui se passe, c'est le discrédit de l'équipe au pouvoir. Puisque, comme on a dit, le fait que Volodymyr Zelensky soit personnellement impliqué dans cette affaire, donc à travers son proche, mais aussi à travers sa réaction particulièrement timorée, puisque ça lui a pris 2 jours pour réagir à cette affaire, pour exiger la démission de 2 ministres et pour placer sous sanction son ami et un autre associé. Et le fait que Volodymyr Zelensky apparaisse aussi dans une conversation téléphonique qui a été rendue publique par les enquêteurs, tout ça, évidemment, ça jette le doute. Cette conversation téléphonique, en l'occurrence, elle ne révèle absolument rien, c'est tout à fait anodin. Mais par contre, le fait que les enquêteurs aient décidé de l'inclure dans les enregistrements qui ont été rendus publics, ça pourrait indiquer qu'il y a un peu plus que ça. Et donc là, on est vraiment dans un coin, dans une configuration de coin enfoncé dans cette union sacrée qui prévaut depuis 2022. Et c'est ça, en fait, qui inquiète le plus. C'est pas tellement sur les raisons de payer ou sur la poursuite du soutien international, mais c'est beaucoup plus sur l'unité à l'intérieur de l'Ukraine et sur la cohérence de la politique d'État pour continuer à garantir cet effort de guerre. Restez avec nous, Sébastien, d'autant que la période est compliquée pour le président Zelensky, il est contesté. Je vais même rajouter encore une information qui émane des enquêteurs ukrainiens. Il y a on vous en parle depuis quelques jours, la société Firepoint, qui c'est une société d'armement ukrainienne qui a mis au point une petite merveille, le Flamingo. Le président Zelensky en a parlé. Regardez ces images, un nouveau missile qui pourrait frapper Moscou. Eh bien, cette société Firepoint est également mouillée dans ce scandale. Donc, il n'y a pas que l'énergie, il y a également l'armement. Ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, ça commence à faire beaucoup et il est possible que ce ne soit que le début parce qu'en fait, derrière, il y a aussi des forces politiques en Ukraine qui se débarrasseraient volontiers de Volodymyr Zelensky. Il y a des gens comme Azov, par exemple, qui ont développé tout un discours autour de la question de la purification de la société. Alors, on peut l'entendre de tout un tas de manières différentes, mais ça inclut aussi la corruption. Et puis derrière, il y a un certain nombre des acteurs internationaux, je pense en particulier aux Américains, qui pourrait finir par considérer que l'équipe au pouvoir, finalement, est un obstacle au fait d'obtenir une paix avec les Russes et donc essayer aussi de... Ça a déjà commencé, parce que pour Washington, Zelensky est dans la seringue. Oui. Et donc, en fait, cette affaire peut continuer de grossir et continuer de prendre des proportions qui finiront par affaiblir peut-être de manière décisive Volodymyr Zelensky. Donc il y a une vraie fragilité politique aujourd'hui. Évidemment, les premiers qui en bénéficieront dans cette affaire, c'est les Russes. Vous voulez qu'on les écoute, les Russes? Maria Zakharova, il y a quelques jours. Du pain béni, il n'y a pas, je reprends votre formule, d'autres mots pour le Kremlin. Ça arrive. Il s'agit d'une hydre sanglante, mafieuse et criminelle, à l'échelle mondiale et internationale, qui a littéralement enchevêtré la planète et qui s'emploie à transférer l'argent des contribuables occidentaux dans les poches de ses élites. Et oui, bien sûr, c'est ce que vous dites sur ce plateau. David Rigolet-Rose, ce n'est pas étonnant d'entendre Zakharova dire cela. Mais le mal, on peut revenir, si vous êtes d'accord, sur ce qu'a dit Frédéric Merz. Il espère, il lui a dit, je suppose que la conversation a été tendue. Il était furieux. Ouais. Il était furieux parce qu'il sait que il y a, pour les gouvernants occidentaux qui sont les soutiens de Kiev, il y a la conscience que la préservation de ce soutien est nécessaire pour la survie de l'Ukraine, mais que les opinions publiques
des pays européens, elles, risquent de se poser des questions délétères. Et donc, justement, pour la préservation de ce soutien. Donc, c'est pour ça qu'il y a un embarras qui est manifeste. D'autant plus que la perspective de l'intégration dans l'Union européenne, à terme, de l'Ukraine, ne peut être que conditionnée par une réforme profonde, structurelle, du fonctionnement, effectivement, de la société ukrainienne. Et ça peut être le champ du signe de Zelensky, cette affaire. Effectivement, si d'autres choses... Il n'est pas exclu que d'autres choses remontent. D'autres affaires ou liées à celle-là? En tout cas, que ça prenne de l'ampleur et potentiellement d'autres affaires, oui. Parce que là, il y a un verrou. Ce que disait Benoît, c'est-à-dire que les ennemis de Zelensky vont, s'ils peuvent, ouvrir la boîte de Pandore. Dans un contexte où il ne peut pas y avoir d'élection. C'est ça. Donc en fait, quand vous n'avez pas de processus démocratique, forcément, ça favorise des processus. Et ça ne va pas aider l'Ukraine, évidemment. Et ça va pas aider. Non, très clairement. Et imaginez quand même que le discours que l'on a porté depuis le début, c'est on défend l'Ukraine parce que c'est la défense de la démocratie libérale et des valeurs de la démocratie libérale. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on sait que c'est le premier front, qu'il faut surtout tenir ce premier front. Et donc, comme vous venez de le dire, les opinions publiques aujourd'hui, vous imaginez, en France sur l'arc partisan, en Slovénie, en Hongrie, au sein de l'Europe, bien sûr que ça va soulever des questions. En Italie, ça va de soi. Et que plus on va avancer dans les calendriers électoraux qui sont au sein de nos démocraties libérales, au sein de l'Europe, plus ça va devenir compliqué si demain... Je ne sais pas si un argument de campagne presque. Ça montait et que effectivement ça mette en cause la gouvernance de l'Ukraine, parce que il faudra dans ces cas-là une bascule, je dirais nécessaire, souveraine et qui tienne le coup. Sébastien Gobert, je rappelle votre livre « Ukraine, la République et les oligarques » aux éditions Talendier. Est-ce que Zelensky peut s'en sortir et est-ce que des partenaires, les alliés de l'Ukraine, peuvent demander sur l'autel de la lutte contre la corruption, si cette affaire remonte trop autour du président, demander sa tête tout simplement pour peut-être convaincre les opinions publiques du bien fondé de l'aide à l'Ukraine? Pour être honnête, à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible. Là, ce qu'on voit, c'est que vraiment la place de Zelensky, en tout cas sa place sur le piédestal qu'il s'était aménagé depuis 2022, mais aussi sa place dans l'opinion, sa place vis-à-vis des partenaires occidentaux, tout est remis en question. Et donc, il est tout à fait possible que ce soit lui ou son très influent chef de cabinet Andriy Yermak ou d'autres membres de son équipe, il est fort possible qu'on demande que des têtes tombent et qu'il y ait des changements de personnel ou des changements systémiques. Ce que je voulais aussi, ce sur quoi je voulais un peu insister, c'est juste pour revenir sur cette intervention de Maria Zakharova et sur aussi les commentaires de vos intervenants, c'est que là aussi je pense qu'il faut prendre un peu de recul et peut-être retourner un peu l'argument. Est-ce qu'on peut imaginer une telle affaire de corruption en Russie? Est-ce qu'on peut imaginer que des institutions, des organes de lutte contre la corruption s'en prendraient à des proches de Vladimir Poutine? Je pense que s'il y a une bonne nouvelle en fait qui est ressortie de cette affaire de corruption cette semaine, c'est que nous avons ici en Ukraine un système qui, bon an mal an, moi, c'est un système que je caractérise par l'expression 2 pas en avant, 1 pas en arrière, eh bien, arrive à obtenir des progrès dans la lutte contre la corruption et dans les réformes structurelles. Et finalement, là, ce qui est en jeu, c'est vraiment le discrédit de Volodymyr Zelensky et de son équipe. Mais par contre, si on regarde l'Ukraine et sa machine d'État et sa capacité à mener des réformes et à lutter contre la corruption, eh bien, on voit que malgré l'invasion généralisée menée par la Russie, eh bien, on arrive à obtenir des résultats. Et nous avons des institutions qui sont suffisamment autonomes, pour ne pas dire indépendantes, qui arrivent à s'en prendre aux proches du président. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne verrait pas en Russie. Merci beaucoup, c'est un plaisir que de vous avoir avec nous, Sébastien Gobert, depuis Kiev, en Ukraine. Il n'a pas tort, Sébastien Gobert. Quelque part, c'est un organisme d'État qui a sorti cette affaire. Volodymyr Zelensky voulait, il y a quelques semaines, fermer cet organisme. Au moins, il y a une chose, c'est que là, pour fermer cet organisme composé de magistrats qui enquêtent sur la corruption, il va falloir se lever de bonne heure en Ukraine. Parce que là, il y a une vraie légitimité à continuer de faire le ménage. C'est peut-être le seul avantage.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une volonté de la population de lutter contre cette corruption, d'avancer, d'avoir plus de rapprochement avec le fonctionnement européen, le fonctionnement occidental. Il y a une vraie volonté aussi de créer cette fracture avec la Russie, le fonctionnement russe, et de se détacher. Oui, parce qu'en matière de corruption, vous avez raison. On se souvenait au tout début de cette guerre de ces généraux qui étaient arrêtés. Alors, il ne s'agissait pas de centaines de millions d'euros, bien évidemment. On n'était pas dans le même contexte, mais qui volaient des moteurs de chars et d'avions. Enfin bon, il y en a eu un paquet. Lundi, je rappelle que Volodymyr Zelensky est attendu à Paris, le président Macron, que le président ukrainien nous a dit qu'il y aurait quelque chose d'historique qui serait signé en matière d'aviation et de défense antiaérienne. Est-ce que ça peut mettre un coup de frein? Est-ce que Emmanuel Macron, les portes fermées, va prendre son ami Zelensky entre quatre yeux et avoir le même discours que les Allemands, à votre avis? De toute façon, il y aura un rappel. Il y aura un rappel à la loi, comme on dit chez nous. Mais un avertissement sévère, c'est clair. Parce que de toute façon, en plus, le président Macron, c'est particulièrement à titre personnel, il s'est engagé, etc. Donc, c'est clair qu'il y a un malaise européen qui essaie d'être maîtrisé en termes publics, mais enfin qui est là. Et donc, ça aura des conséquences, sans aucun doute. On verra d'ailleurs ce que décide le parquet. Puis il y a un parquet spécialisé, il y a un parquet anticorruption spécialisé, le SAPO, en Ukraine, qui est habilité justement pour toutes ces affaires. Et on va voir un peu ce qui se passe. Mais ça risque d'être assez dévastateur. Dévastateur, ça veut dire que pour les opinions publiques, pour nos dirigeants, ça risque d'être compliqué de dire il faut continuer d'aider l'Ukraine si rien n'est fait. Est-ce que ce sera un enjeu d'ailleurs pour certains partis politiques de dire bien regardez ce qui se passe. Ça l'est déjà. Reprendre un peu cette théorie de Moscou. Mais c'est évident que c'est un enjeu, mais je crois que si on suit ce qu'a dit votre confrère tout à l'heure en prenant du large, ce qu'on regarde quand même aujourd'hui, c'est que tous les conflits qui ont lieu dans le monde aujourd'hui viennent principalement aussi de déficience de gouvernance, que ce soit au Liban, que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis. On assiste quand même aujourd'hui à une déficience de la gouvernance. Alors c'est sûr que quand on compare à la Russie aujourd'hui, c'est pas comparable. Par contre, ce qui n'a pas été soulevé tout à l'heure quand même, c'est que dans les propos qui ont été tenus tout à l'heure par la représentante russe, c'est qu'il y avait quand même dedans du cosmopolitisme et du complot international qui ressemblait fortement au protocole de Sion, et je trouve que c'est... Voilà, il faut quand même regarder aussi ce qu'ils disent en termes de dialectique. Mais bien sûr qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Russie. En Russie, de toute manière, c'est quelque chose qui est institutionnalisé et ça ne s'effondrera pas à cause d'un espace de gouvernance. D'ailleurs, les Ukrainiens disent alors... Nos démocraties libérales sont obligées de soutenir cela en termes de valeurs, mais je pense qu'effectivement, comme le... Il ne faut pas oublier l'agresseur et l'agressé quand même dans cette histoire, même si... Tout à fait, mais ne pas oublier l'agresseur et l'agressé, ça ne veut pas dire que pour autant, on ne doit pas être en exigence de gouvernance et de clarification pour l'Ukraine si on veut que demain, les opinions publiques continuent de suivre. Voilà, j'allais dire qu'on sera obligé, enfin nos dirigeants seront obligés si on veut continuer d'aider l'Ukraine, et on sait que cette année 2026 est une année charnière. Beaucoup de budgets seront votés pour aider Kiev.